la liberté. Il y a toujours plus qu'une façon de raconter l'histoire. Derrière les manuels, les musées et les journaux, il y a des voix, celles qu'on a entendues et celles qu'on a réduites au silence. Au Canada, notre histoire, pourtant riche, a souvent pris les traits d'un récit unique. Qu'en est-il alors de ces récits oubliés ? Comment enseigner, transmettre et transformer l'histoire pour qu'elle ressemble à tous ceux et celles qui l'ont vécue ? Bienvenue dans les lignes oubliées de l'histoire, une série balado d'Histoire Canada et de la liberté. Ici, nous chercherons à élargir le récit national, à donner voix aux perspectives souvent absentes et à imaginer une histoire plus inclusive qui ouvre le dialogue, répare les silences et enrichit notre mémoire collective. Je m'appelle Anaïs Nzelomona. Je suis journaliste multiplateforme pour la liberté et doctorante en sciences humaines et sociales. Ma passion ? Faire remonter à la surface les histoires laissées entre les lignes, celles de groupes et de personnes mises de côté ou carrément oubliées. Dans cet épisode, nous allons explorer le domaine de l'éducation et particulièrement l'enseignement de l'histoire au Canada. On va alors s'intéresser aux histoires plurielles du Canada, au curriculum et à ce que ces derniers mettent en avant ou laissent de côté. Nous nous questionnerons à savoir comment les enseignants choisissent ou réussissent à transmettre une histoire plus inclusive. Et parce que ces questions sont vastes et façonnent profondément notre manière d'appréhender le monde, commençons par la base. Essayons de comprendre comment fonctionne réellement l'enseignement de l'histoire au Canada avec notre invitée, Marie-Hélène Brunet. Elle est professeure en didactique de l'histoire à l'Université d'Ottawa. Son travail s'inscrit dans le cadre des sciences sociales, ce qui lui permet d'aborder l'histoire sous un angle large et multidimensionnel. Son parcours a débuté dans une classe d'histoire de secondaire 4 au Québec, où elle a découvert sa passion pour la discipline. Il y a des programmes, des façons de faire très différentes à travers le pays. Ça donne une très grande richesse avec ses possibilités et ses limites, évidemment. Donc, les exemples qui me viennent là, évidemment, en Ontario, c'est un cas très spécifique, c'est-à-dire que l'Ontario français, les Franco-ontariens ont un certain droit sur les programmes. Et en histoire, ça donne qu'il va y avoir des différences, là, on dirait à peu près à la hauteur de 20% du programme où, au niveau du contenu, on va vraiment aller toucher au mandat spécifique des écoles de langue française qui est non seulement de passer les contenus, mais de développer et de construire l'identité francophone. Au Québec, par exemple, la minorité anglophone n'a pas de droit spécifique sur l'enseignement de l'histoire. C'est le même programme qui est traduit. Et au Nouveau-Brunswick, c'est on pourrait dire deux tables qui ne se parlent pas là. Dans la construction des programmes dans les écoles en français et en anglais, on n'aura même pas les mêmes moments historiques qui sont étudiés au même moment. À travers certaines provinces, l'histoire nationale, par exemple au Québec, c'est l'histoire du Québec. Et il y a des cas où on a une histoire où il y a une certaine priorité qui est donnée à l'histoire de la province. En Ontario, c'est le cas. On voit vraiment que dans les programmes, il va y avoir beaucoup d'importance mise à l'histoire de ce qui se passe en Ontario spécifiquement, et surtout dans le cadre du programme franco-ontarien. Il y a le mandat, disons, explicite qui va être de développer des citoyens éclairés ou responsables. Après, la manière de le faire par l'histoire, elle n'est pas toujours claire dans le programme. Donc, pour les enseignants, les enseignantes, savoir qu'est-ce que ça veut dire développer un citoyen éclairé ou un citoyen responsable, ça, c'est pas nécessairement clair. Puis cette tension-là entre histoire et éducation à la citoyenneté, elle a toujours été présente et elle l'est. C'est un défi là, de savoir comment on fait jouer ces deux éléments-là. Ce que souligne Marie-Hélène Brunet, c'est que l'enseignement de l'histoire ne se limite pas à transmettre des faits. Il s'agit aussi de former des citoyens et citoyennes capables de comprendre et d'analyser le monde autour d'eux. Cela implique de faire des choix. Quels événements, quels personnages, quelles voix mettre en avant ? La pertinence historique et l'éthique deviennent alors des outils pour questionner le récit dominant. Ce que Joël Tétrault s'apprête à illustrer. Joël Tétrault est éducateur, métis et raconteur. Éducateur depuis de nombreuses années, il travaille à intégrer la culture métisse et les perspectives des Premières Nations dans l'enseignement. Il milite pour une éducation décolonisée, inclusive et critique, qui valorise la diversité des voix
et permet de réfléchir à la pertinence historique des événements et des personnages. Aujourd'hui, il exerce comme conseiller pédagogique en sciences humaines et en perspective autochtone pour le Bureau de l'éducation française, tout en restant employé à la division scolaire Louis Riel, où il a enseigné plusieurs années. Il y a beaucoup de voix qui ont été oubliées ou qui étaient vues comme moins pertinentes. Alors, une des choses qu'on veut vraiment intégrer dans les nouveaux curriculums ou les nouvelles tendances, ce serait de vraiment utiliser ce qu'on appelle la pensée historique, alors les stratégies de la pensée historique. Alors, une des grandes stratégies, c'est décider de la pertinence historique d'un événement ou d'un personnage. Dans le passé, cette pertinence avait certains critères. Maintenant, je pense qu'on l'a ouvert, les critères en ce qui concerne la pertinence. Alors, je pense qu'on va prendre en considération essayer de avoir une multitude de voix pour décider la pertinence. On veut choisir des personnages qui sont différents aussi, qui ne sont pas juste des personnages traditionnels comme les premiers ministres. Alors, si on étudiait avant, c'est une grande tendance, c'est de vraiment miser sur l'enseignement des premiers ministres, surtout après la Confédération. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous en commun, ces premiers ministres-là? Ben, en général, ils sont blancs, en général, ils sont plus vieux, puis en général, ils viennent de l'élite. Alors, on veut vraiment élargir la définition de pertinence historique. Il y a toute cette idée d'éthique aussi. Alors, l'éthique historique, alors, comment voir un même événement et un même personnage à travers de différentes perspectives. Enseigner l'histoire, c'est aussi apprendre à naviguer entre ces différentes perspectives et à rendre visibles les récits qui ont été marginalisés. La crise d'Oka, ou résistance de Kanesatake, désigne les événements de juillet à septembre 1990, lorsque des manifestants Mohawks au Kanien'kehá:ka ont connu des affrontements avec la police du Québec et l'armée canadienne. Ces événements se sont déroulés sur le territoire de la communauté de Kanesatake, près de la ville d'Oka. Ils ont été déclenchés par un projet d'extension d'un terrain de golf sur des terres contestées, incluant notamment un cimetière Kanien'kehá:ka. La crise d'Oka, ça, c'est la perspective, on va dire, colonisatrice, où ce qu'on voit les Kanien'kehá:ka, les Mohawks, comme étant un obstacle à ce qu'on appelle le mythe du progrès canadien. Alors, ils veulent empêcher le développement, etc. Alors ça serait la perspective colonisatrice, la perspective québécoise ou canadienne. Si on regarde à travers des yeux Kanien'kehá:ka, par contre, c'est une résistance. C'est un vouloir de protéger un territoire sacré, un vouloir de protéger des droits ancestraux, protéger aussi les droits au territoire qui n'ont jamais été cédés. Alors, dans le passé, on aurait fort probablement utilisé une narrative, la narrative canadienne ou québécoise, pour étudier cet événement-là. Mais la nouvelle tendance, ça serait OK, on va l'étudier de cette partie du point de vue canadien, québécois, non autochtone. Pourquoi ils ont agi de cette façon-là? Pourquoi ils ont envoyé l'armée au lieu de négocier? Puis aussi, on va regarder en travers de la perspective Kanien'kehá:ka. Pourquoi ils ont pris les armes? Pourquoi que juste 12 hommes, 12 warriors à peu près, ou une vingtaine de warriors, ont suscité cette réaction massive du gouvernement québécois et canadien, puis pourquoi on a dépensé au-dessus de 546 millions de dollars justement pour mater une situation qui aurait pu être négociée. Alors, c'est de regarder à travers de plusieurs optiques, puis je pense que c'est une des choses qu'on ne faisait pas dans le passé, c'est de voir les mêmes événements et les personnages à travers d'une multitude de perspectives. Au regard des terminologies et autres éléments linguistiques qui conduisent à nommer des événements ou des communautés de personnes d'une certaine manière, Marie-Hélène Brunet souligne qu'il s'agit de choix, des choix porteurs de sens, et on pourrait même dire porteurs d'intention. Un autre exemple dans le programme en Ontario en anglais, on va parler de 1760 comme The Shift of Power, alors que dans le programme en français, on parle de la conquête. C'est pas innocent, cet élément linguistique-là. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre, mais certainement les deux viennent nous apprendre beaucoup sur deux perspectives ou deux mémoires collectives qui se parlent très peu. Et donc, juste d'amener ça en classe, juste de faire réaliser ce crise d'Oka, résistance de Kahnawake, conquête, shift of power. Pourquoi on a ces deux terminologies très différentes? Et sans en rester là, sans dire que c'est simplement comme ça, mais essayer de comprendre d'où ça vient, d'aller complexifier justement ces récits-là, puis les raisons pour lesquelles même les termes qu'on utilise dans l'histoire sont le reflet de quelque chose. Donc ça, c'est peut-être une première étape. Quand on dit rébellion, on dresse un portrait d'un groupe qui veulent arrêter le progrès, veulent arrêter le développement.
Puis vraiment, la rébellion contre un gouvernement qui est mis en place. Justement, ici, dans la Rivière-Rouge, les gens qui gouvernaient, puis les gens qui étaient souverains sur ce territoire, c'était pas le Canada. C'était les Métis, puis c'était les Premières Nations qui étaient souverains sur ce territoire-ci. Alors, vraiment, cet événement-là a été provoqué par un gouvernement extérieur qui essaie d'imposer ses lois sur déjà des peuples qui sont déjà souverains. Alors, si on le regarde de cette perspective-là, c'est non seulement, peut-être même pas une résistance, mais vraiment une protection des droits puis protection de la souveraineté. Alors, on ne l'a jamais regardé de cette façon-là. Alors, si on utilise le mot rébellion, ça veut dire que les gens se rebellent contre une autorité en place. Mais la réalité nous démontre que dans la colonie de la Rivière-Rouge ou dans ce qu'on appelle le sud du Manitoba aujourd'hui, le Canada n'était pas en charge, il n'était pas en autorité. Le gouvernement en place ou la nation qui est en charge, c'est soit la nation métisse ou les Premières Nations qui étaient ici. Alors, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention comme enseignant, comme professeur universitaire ou peu importe comme éducateur, éducatrice, qu'on fasse attention aux termes qu'on utilise. Et si on utilise une variété de termes, les expliquer. Vraiment, c'est vraiment important de vraiment dresser un glossaire, dresser la terminologie avant même de commencer une classe. Alors, même avoir une discussion sur les différents termes qu'on utilise. Alors, c'est très important. Puis ça rentre dans l'éthique, ça rentre dans la pertinence historique, ça rentre dans la continuité, le changement. C'est tous des concepts de la pensée historique qui sont très importants. Dans l'histoire officielle, de nombreux groupes restent invisibles. Leur histoire au sein du récit national et leur contribution au Canada est souvent ignorée ou simplifiée. Comprendre ces exclusions, c'est aussi interroger la manière dont l'histoire est racontée et enseignée, et reconnaître que chaque élève arrive en classe avec une expérience, un héritage et une perspective unique. En fait, c'est comment on va faire l'histoire. Donc, si on fait une histoire qui est très politique et qui est très basée sur les récits de, par exemple, des grands premiers ministres du Canada et leur accomplissement, mais c'est sûr qu'il va y avoir, en fait, la très grande majorité de la population qui va être exclue. En fait, presque l'ensemble des gouvernés va être exclu de ce récit-là. Et c'est un récit qu'on a fait et qu'on continue beaucoup, beaucoup de faire. Et donc, tant qu'on fait l'histoire comme ça et qu'on ne s'intéresse pas à l'histoire des gens au quotidien et à l'histoire de la très grande majorité de la population, mais oui, évidemment, les femmes, qui ne sont pas minoritaires, mais qui sont certainement minorisées, et l'ensemble de groupes qui ont historiquement été marginalisés, ça va se répéter dans le récit. Donc, les personnes racisées, certainement au Canada, les peuples autochtones, Premières Nations, Métis, Inuits, les groupes LGBTQ, les personnes handicapées. Et là, j'en passe. Et il peut y avoir aussi dans certaines provinces où il y a une anglo-dominance ou une majorité où on va avoir tendance à ignorer la minorité linguistique ou les minorités linguistiques qui seront peu vues là, dans ce récit-là. De nos jours, on essaie d'approcher, c'est les récits nationaux. C'est d'essayer d'inclure les voix qui ont été effacées dans le passé. La contribution autochtone, la contribution des femmes, la contribution des personnes qui viennent de la communauté LGBTQ2+. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été effacé dans le passé. Les populations autochtones, les francophones de l'Ouest, les personnes d'ESLGBTQ+, les voyageurs noirs et les femmes sud-asiatiques, souvent réduites à des rôles de victimes ou de travailleurs, restent peu reconnues. L'histoire officielle reflète une vision sélective, excluant ceux et celles hors du récit dominant. Pourtant, ces groupes ont joué un rôle essentiel dans leur communauté et dans la construction du Canada. Taya Collins est professeure adjointe en Black Youth Studies à l'Université d'Ottawa. Ses recherches portent sur les barrières systémiques rencontrées par les élèves noirs et d'autres groupes marginalisés. À l'intersection de la race, du handicap et du trauma systémique, ses travaux visent à repenser l'éducation en donnant aux jeunes une place d'agent de savoir, tout en questionnant les pratiques et curriculums qui reproduisent les exclusions. Les enseignants jouent un rôle dans la sélection, dans l'organisation et dans la mise en œuvre des savoirs. Donc, ce sont ces choix qui sont souvent invisibles, qui structurent la manière dont les élèves comprennent les origines du Canada, les relations de pouvoir et les présences qui ont façonné le territoire, en fait.
Moi-même, j'ai eu l'occasion d'étudier l'histoire à la fois en français et en anglais. Et dans ces deux systèmes scolaires, l'expérience était radicalement différente. Les points de départ changent, les périodes jugées centrales changent, les héros changent. Donc, quand même réaliser très tôt que l'histoire enseignée n'est vraiment pas neutre. Ça dépend vraiment du cadre linguistique, culturel, de ce qu'on choisit de mettre au centre ou en périphérie, en fait. Pour moi, c'est une question qui vient me toucher très particulièrement, faisant partie d'une communauté noire historique du Canada, me faire poser la question depuis je sais plus quand, d'où viens-tu? Et quand je réponds le Canada, ce n'est jamais suffisant. Je dois raconter des histoires de ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-arrière-grand-mère. Et puis, en fait, c'est sûr que je fais le lien entre ces échanges quotidiens carrément avec le fait que l'histoire des Noirs canadiens est tellement occultée dans l'histoire, dans le récit national de l'histoire. Pour moi, je peux vraiment parler surtout des communautés noires qui sont là ici depuis 400 ans, qui sont vraiment reléguées à quelques lignes, peut-être si on est chanceux, dans les manuels d'histoire. Dans la division scolaire Louis Riel, on donnait un atelier qui s'appelait se positionner dans le colonialisme. Alors, comment est-ce que le système public d'éducation perpétue certains mythes coloniaux et aussi rend l'apprentissage difficile pour des élèves autochtones? Et l'une de ces choses-là, c'est l'hymne national. Alors, l'hymne national est mandaté par une loi provinciale qui dit qu'on doit jouer l'hymne national à chaque jour. Mais c'est rare les gens qui ont analysé puis étudié les paroles de l'hymne national. Alors, on le fait, on dit à tous les jeunes de se lever, de respecter l'hymne national. Mais moi, ce que je prônerais, c'est aux enseignants, aux administrateurs de vraiment analyser les paroles puis voir est-ce que cet hymne national-là représente vraiment tous les élèves que vous avez dans votre école. Je ne dirais pas de ne pas jouer l'hymne national parce que c'est quand même pour certains très important, puis je reconnais ça. Mais en même temps, il faut quand même avoir la conversation par rapport aux paroles, puis qu'est-ce qu'ils veulent dire. Si on regarde les paroles en français, c'est un hymne extrêmement nationaliste, canadien, français et catholique. Alors, qui est-ce que cet hymne national-là écarte? Et il écarte tout le monde qui n'est pas catholique, tout le monde qui n'est pas canadien, français, si on lit vraiment les paroles. Alors, si on est pour jouer l'hymne national, il faut parler de sa pertinence, puis il faut parler aussi qu'est-ce qu'elle veut dire pour laisser les élèves décider est-ce que cet hymne national-là nous représente tous comme élèves. Marie-Hélène Brunet nous parle de Keith Barton. Il a étudié des élèves aux États-Unis et en Irlande pour voir comment ils se percevaient comme agents historiques. Il a observé que ce sentiment était faible chez les élèves états-uniens, dont les programmes d'histoire se concentrent sur de grands personnages, alors que le sentiment était plus fort chez les élèves irlandais, dont les cours mettent l'accent sur l'action collective et les luttes pour les droits. La manière dont on enseigne aussi souvent l'histoire de groupes minorisés, on va avoir tendance à faire un récit dans lequel il y a une constante obtention de droits. C'est ce qu'on peut appeler un récit téléologique, c'est-à-dire que l'histoire, et on a tendance à faire ça en général, l'histoire est vue comme une série de progrès. Mais là-dedans, on évite aussi d'aller regarder, au fond, comment le progrès se dessine et est-ce qu'il y a toujours progrès? Donc, cette question-là, de voir l'histoire comme un continuel progrès, ben, on a tendance à l'avoir aussi pour les groupes minorisés. Il y a une recherche de Nadine Fink en Suisse qui s'était intéressée aux représentations de l'esclavagisme chez les élèves. Et il y avait beaucoup cette notion, c'était horrible dans le passé, mais de nos jours, l'égalité est atteinte. C'est des choses qu'on voit plus. On le voit aussi par rapport au droit de vote des femmes, par rapport à plusieurs questions comme ça où on se dit, OK, une fois qu'il y a eu comme un truc de franchi, c'est très difficile d'aller réfléchir la continuité des inégalités. Mais c'est aussi par la manière dont on enseigne l'histoire où justement on va aller chercher, encore une fois, des événements ponctuels et des événements politiques par lesquels on va insister sur l'État qui a donné des droits à un groupe minorisé plutôt que par les mouvements
de base qui ont mené à l'obtention de ces droits. Cet élément-là, pour moi, me semble intéressant à développer parce que c'est sur toute la manière dont on a tendance à enseigner l'histoire. On peut réfléchir à quels effets ça peut avoir aussi sur les élèves qui disent, ben, si on enseigne que ça, que comme une série de progrès, ben, de pas voir les inégalités au présent et aussi de pas nécessairement se percevoir eux-mêmes ou elles-mêmes comme des agents potentiels de changement puisqu'on leur présente pas d'agents potentiels de changement qui leur ressemblent dans le programme. Et donc, en fait, un programme qui est aux États-Unis, même s'il varie d'État en État, globalement, et c'est des programmes qui sont très centrés sur une approche biographique, héros américains, de présidents, de grands personnages, alors qu'en Irlande, on est le programme qui est beaucoup plus centré sur l'action de groupe et de lutte historique pour l'obtention de droits. Et donc, ça faisait vraiment une différence sur le type de récit que les élèves ensuite, comment ils étaient capables d'expliquer les changements historiques, mais sur aussi comment eux-mêmes ou elles-mêmes sentaient qu'ils avaient un certain pouvoir au sein de la société. Ces questions nous invitent à réfléchir à ce qui se joue réellement dans la salle de classe. Est-ce que les élèves remarquent des absences ? Est-ce qu'ils s'interrogent eux-mêmes sur ce qui ne va pas dans leur enseignement ? Pas seulement les communautés historiques non plus, et je parle toujours en tête avec les communautés noires au pays. Donc souvent je travaille avec par exemple des étudiants, des élèves haïtiens qui vraiment se voient effacés complètement du récit, et c'est quelque chose qu'ils évoquent très souvent dans mes recherches, qu'ils savent déjà que leur peuple ont vraiment contribué de façon très significative, pourtant ils se voient jamais représentés, et donc c'est sûr qu'il y a un sentiment fort d'exclusion, où j'entends souvent que oui, je suis née au Canada, mais je suis haïtienne. Donc ça joue vraiment sur le sens d'appartenance au pays. Les élèves arrivent pas sans rien. L'histoire, elle est partout. Elle est à la télévision, au cinéma, sur les réseaux sociaux. Donc, ils peuvent arriver déjà avec une certaine conscience de ça. Si je pense à mes recherches avec les étudiants au collège, au cégep, à l'université, c'est sûr et certain qu'ils doivent faire du code switching. Mais je vais plus parler de comment les étudiants l'ont expliqué, et c'est vraiment dans le sens que ils ne sentent pas qu'ils peuvent être eux-mêmes en classe. Donc, ils doivent forcément comme adopter une autre personnalité pour interagir avec les intervenants scolaires, alors que quand ils sont en famille, avec leurs amis, c'est complètement différent. La façon dont ils se comportent, la façon dont ils parlent, le vocabulaire qu'ils choisissent. Donc, c'est vraiment comme chapeau extérieur, chapeau intérieur à l'école pour se sentir moins targeté. En dehors de la salle de classe, on aborde des sujets qui sont contentieux, on va dire. Ces élèves-là sont souvent ciblés en dehors de la salle de classe. Alors, le code switching, c'est une façon de se protéger. Et je comprends. Je veux dire, je comprends. J'empathie, je peux pas comprendre parce que, tu sais, comme j'ai dit, je suis une personne de peau blanche. Je suis métisse, mais peu importe. Je suis blanc, je suis un homme, je suis hétérosexuel. J'avais jamais à me cacher parce que le curriculum parlait souvent de moi. Mais quand on ne parle pas de toi dans le curriculum, souvent, on pense qu'on doit changer pour soit avoir des bonnes notes, soit se faire accepter par le groupe et pas faire trop de vagues. Selon mes propres expériences, c'est souvent une réflexion rétroactive, donc c'est pas nécessairement qu'ils le remarquent en salle de classe ou pendant l'année scolaire, mais c'est sûr que rendu à plus avancé, ils vont re-questionner, mais comment ça se fait que j'ai appris X, Y, Z, puis il y a jamais pas une fois que ma communauté a été mentionnée, puis un aspect assez préoccupant est la surreprésentation des élèves noirs dans les classes ou les écoles spécialisées, dans le sens où la population est représentée
entre 10 et 13% dans des provinces qui ont les populations des Noirs les plus élevées, alors que si on regarde leur représentation dans les écoles spécialisées, ça peut augmenter jusqu'à 40%, ce qui est assez accentué. La raison pour laquelle c'est tellement préoccupant, parce que il n'y a pas nécessairement des explications concrètes sur cette représentation-là. Donc, j'ai eu, dans mes propres recherches, j'ai fait des entretiens avec les élèves. Ce que moi, je découvre, c'est que parfois ou souvent, il y a quand même des incompréhensions ou des déconnexions culturelles qui sont interprétées comme des besoins spécialisés. Aussi, les élèves ne sont pas nécessairement au courant qu'ils portent une étiquette de besoin particulier ou quoi que ce soit. Donc, il y a comme un double enjeu dans le sens que s'ils sont pas au courant, s'ils ont vraiment besoin de soutien additionnel, ben ils vont pas l'avoir parce ils ne sont pas au courant de leurs propres besoins qui ont été évalués par une école. Et d'autre part, s'ils sont étiquetés, mais c'est une fausse étiquette, mais ça a des enjeux aussi. Ça crée énormément de problèmes. Puis, on sait aussi que le portrait des élèves noirs est quand même malheureusement très négatif quand on parle de graduation, de rendement scolaire. Et puis, c'est juste comme si c'est parce que il y a certains besoins qui sont pas compris, mais on n'en parle pas assez. Je crois que ça a un enjeu. La différence entre le pourcentage d'élèves non autochtones qui sont diplômés puis le pourcentage des élèves autochtones qui sont diplômés, il y a quand même une différence de 30%. Puis ce 30%-là n'a pas changé. Alors, bien qu'il y a plus d'élèves autochtones qui réussissent, ce qu'on appelle la différence entre les élèves non autochtones et les élèves autochtones reste à peu près 30%. Entre 26 et 30%. Alors, pourquoi? Dans la division scolaire Louis Riel, on a fait des sondages avec les élèves autochtones. On avait un groupe qui s'appelait Indigenous Youth Leadership. Alors, c'est des adolescents de la 7e jusqu'à la 12e année, des leaders, jeunes leaders autochtones. Puis on les a posé la question, pourquoi que vous pensez que ce taux de réussite reste comme ça? Et ils nous ont dit, on ne se sent pas vu dans le curriculum. Si tu as eu 4 à 5 générations de ta famille qui ont dû subir les pensionnats autochtones, tu ne fais pas confiance au système public parce que, historiquement parlant, le système public d'éducation était là pour assimiler les Autochtones et assimiler ceux qui n'étaient pas blancs. Alors, soyons honnêtes, alors souvent, le curriculum a été écrit par des gens qui me ressemblent et qui ont cette perspective-là et qu'on voulait, entre guillemets, civiliser les gens qui n'étaient pas, selon eux, la norme. Alors, ça, c'est une autre chose qui est encore vécue aujourd'hui. Alors, pour moi, c'est quoi la solution? Il y a une théorie ou il y a une stratégie pédagogique autochtone qui fonctionne très bien, qui s'appelle l'approche à double perspective, où ce que chaque résultat d'apprentissage ou chaque concept qu'on enseigne en classe, on devrait le regarder à travers d'une perspective occidentale ou colonisatrice, et là, regarder à travers d'une perspective autochtone, les perspectives autochtones de ta région. Alors, si tu es au Manitoba, tu voudrais regarder à travers les concepts à travers d'une perspective soit Dakota, soit Ininawak ou soit Anishinaabe, et là, le regarder à travers d'une perspective occidentale. Bon, ça, c'est une stratégie pédagogique prônée par Albert Marshall, qui est un scientifique Mi'kmaq. Puis lui, c'est surtout pour les sciences, mais on applique maintenant cette stratégie-là pour décoloniser l'enseignement des sciences humaines et toutes les autres matières. Si on parle de l'histoire autochtone, souvent, si nous, on est autochtones, l'enseignant, vous nous regardez comme on est des experts, puis ils vont souvent nous cibler pour des questions. Ils vont dire, qu'est-ce que tu penses de ça? Et vraiment, ce qu'on voit, c'est que les éducateurs vont passer la responsabilité d'enseigner les visions du monde et l'histoire autochtone aux élèves autochtones, et puis ça les rend extrêmement inconfortables. Et souvent, les élèves autochtones, surtout dans des lieux urbains, connaissent pas leur histoire, connaissent pas les visions du monde de leur communauté parce qu'à cause de la colonisation, leurs familles ont dû s'urbaniser, etc. Alors, il y en a qui gardent contact avec leur communauté puis gardent contact avec ces enseignements-là, mais il y en a beaucoup non. Ça, c'est encore plus difficile pour l'élève autochtone qui n'a
perdu ces enseignements-là, ne connaissent pas ces visions du monde-là, puis là, on leur demande, puis on les traite comme qu'ils sont des experts, bien encore, ça les met dans une situation très difficile. Je pense qu'une des choses qui est ressortie, c'est que les élèves, ce qu'ils nous ont dit, c'est que c'est la responsabilité des enseignants non autochtones de s'informer sur ces visions du monde-là, s'informer sur la perspective historique autochtone. C'est leur responsabilité. Tu n'as pas besoin d'être autochtone pour apprendre ces choses-là et de les enseigner et de les inclure dans la matière de cours. Enseigner l'histoire aujourd'hui implique de repenser le rôle de l'enseignant et l'enseignante. Il ne s'agit plus seulement de transmettre un savoir, mais de co-créer un espace où les élèves peuvent interagir avec les contenus, questionner le récit dominant et apporter leur propre perspective. La pédagogie devient alors un acte de réciprocité où la connaissance est activée, critiquée et transformée, plutôt que simplement mémorisée. On apprend cette version-là, on leur fait prendre des notes, ils apprennent exactement ce qu'on leur dit, et là, ils le régurgitent sur un test, sur une évaluation. Ça, traditionnellement, ça a été le cas pendant plusieurs années. Heureusement, ça change. Mais je pense que ce qui doit être fait dans les classes de sciences humaines, c'est, premièrement, l'éducateur, l'éducatrice doit être vulnérable, doit prendre des risques, doit inclure les élèves dans la co-création du cours, doit inclure la multitude de perspectives des élèves, leur demander leur opinion, s'asseoir avec eux, leur demander qu'est-ce qui les intéresse. Alors, c'est tout cet aspect-là de co-création. Aussi, relâcher un peu le pouvoir qu'on a. Alors ça, c'est très difficile pour un éducateur, éducatrice, c'est de partager son pouvoir avec les élèves. Mais vraiment, si on change la notion de c'est quoi l'éducation, puis vraiment comprendre que l'éducation, c'est un acte de réciprocité, où ce que les élèves peuvent offrir autant que l'enseignant. Alors qu'il y a un ballon entre la voix de l'éducateur et éducatrice et la voix des élèves. Alors, la co-création, c'est aussi varier la façon qu'on évalue, leur faire faire de l'histoire. Alors, au lieu de régurgiter des faits sur un test papier-crayon, c'est de prendre leur connaissance puis de créer quelque chose. Alors, utiliser la créativité en salle de classe. Puis là, ça permet aux élèves d'explorer différentes facettes des sciences humaines, différentes facettes de leur connaissance, puis d'utiliser leur connaissance pour créer quelque chose de nouveau, d'original. Et là, ça a les deux résultats. Premièrement, ils vont se rappeler mieux des faits qu'on essaie de leur enseigner, puis en même temps, ils vont voir la pertinence de ce qu'ils apprennent. Parce que souvent, les élèves, dans les cours de sciences humaines, ne connaissent pas ou on ne leur explique pas la pertinence de ce qu'ils font. J'ai un aîné qui s'appelle Ed Ager qui me dit, puis ça, c'est pour toutes les matières. L'éducation a 3 parties. Il y a les connaissances, il y a activer les connaissances, ça veut dire utiliser les connaissances pour créer quelque chose. Et ça, qu'est-ce qu'on crée devrait nous donner de la joie. Et si on ne crée pas de la joie dans notre salle de classe, ça veut dire qu'on manque une des sections. Alors, c'est de réimaginer un peu comment on enseigne. Alors, il y a toute la question de contenu, mais il y a toute la question de pédagogie aussi qui rentre en ligne de compte. Mais la façon dont on essaye d'intégrer les savoirs autochtones, ça concrétise la division. Et donc, je pense qu'il faut pas penser qu'on peut faire ça comme suivre un cours, puis tout à coup, on va pouvoir bien enseigner les savoirs comme ça. C'est quelque chose qu'on doit travailler parce que déjà, on a tellement une base coloniale qu'il faut déconstruire, reconstruire. Donc, il faudrait vraiment comme juste ne pas se sentir comme coupable ou gêné, mais juste avoir un esprit très ouvert et comprendre que on ne connaît pas tout, mais il faut être quand même ouvert et apprendre. Par exemple, ici au Manitoba, le programme d'études de 8e année, en ce moment, ça parle des anciennes, qu'on dit entre guillemets, les anciennes civilisations, les Égyptiens, les Grecs, les Romains, les Britanniques, les Français, etc. Pas tous les enseignants sont égyptiens, mais pourtant, ils enseignent tous l'Égypte. Il y en a des enseignants qui sont grecs, certainement pas la majorité des enseignants qui enseignent la civilisation grecque. Alors, c'est cette idée-là, il faut sortir de ce carcan-là de dire, ben, si je suis non autochtone, je ne peux pas parler de l'histoire dite autochtone. C'est faux. Puis souvent, on l'utilise comme une barrière ou un obstacle non existante, vraiment, si on le regarde objectivement. Marie-Hélène Brunet explique qu'elle observe ses futurs enseignants tout au long d'une session, en les faisant réfléchir à ce qu'est un bon enseignant d'histoire et ce qu'est un bon élève. Elle constate que beaucoup associent encore le rôle de l'enseignant à celui d'un conteur, capable de raconter une histoire captivante. Mais cette vision évolue au fil de la séance. Les étudiants réalisent alors que raconter ne suffit pas.
Donc, c'est comme des petites questions avec une échelle de Likert et puis ils répondent anonymement, mais on le voit sur le tableau, là. Et donc, je le refais à la toute fin de session parce que je veux aller voir s'il y a eu une évolution dans leur manière de percevoir ces termes-là. Puis mon objectif, c'est pas nécessairement qu'il y ait eu une grosse évolution, mais je pense qu'il y a toujours eu des changements. Et celui pour lequel, d'année en année, j'observe le plus d'évolution, c'est l'affirmation qui dit: «Un bon enseignant d'histoire est un conteur». Et au début de session, c'est tout le temps: «Ah oui, un bon enseignant d'histoire, c'est nécessairement un bon conteur». Et là, je dis: «Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est mauvais conteur, si vous êtes pas capable de raconter des histoires, vous allez nécessairement être un mauvais enseignant d'histoire?» Puis là, il y a une hésitation. Puis après, je dis: «Ben, au fil de la session, on va essayer de déconstruire cette idée-là». Parce que finalement, souvent, ben, des enseignants conteurs, oui, ça peut être super intéressant à raconter, mais souvent, c'est un récit raconté d'une voix et pas tout le temps, mais très souvent d'une voix majoritaire. Et donc ça va finalement reproduire, les défauts là qu'on a vus au niveau des récits et les obstacles qu'on voit dans la compréhension de la complexité de l'histoire. Parce que finalement, on va recracher un récit qu'on a appris. Donc évidemment, il y a moyen de compter et de raconter différentes perspectives, mais disons que c'est pas toujours le cas quand on a un type d'enseignement qui est très magistral et auquel on associe beaucoup la classe d'histoire. On associe beaucoup la classe d'histoire à aller s'asseoir, à écouter, à prendre des notes et à répéter à l'examen finalement. Alors que tout ça, ben, c'est le contraire de la manière dont fonctionnent les historiens. Il faut que les gens arrêtent de se sentir mal pour ce qui est arrivé dans le passé. C'est pas une question de se sentir coupable, mais c'est de refléter la réalité. Alors, de parler des vraies choses. Ça ajoute à la sécurité quand un enseignant est honnête, transparent et n'a pas peur d'aborder des sujets contentieux. Les jeunes se sentent plus à l'aise de discuter ces choses-là. Puis il faut discuter ces choses-là. On ne peut pas cacher. T'sais, étant parent, hein, je sais, le plus que j'essaie de cacher de mes enfants, le moins qu'ils me font confiance. Alors, il faut vraiment être honnête, transparent, puis aborder ces sujets contentieux-là, puis arrêter de se sentir coupable ou se sentir mal, parce que nos ancêtres, dans certains cas, n'étaient pas des bonnes personnes. Alors, il faut prendre ça en considération, mais il ne faut pas le prendre personnellement. L'histoire n'est pas là pour être prise personnellement. Pour moi, un bon enseignant, on a quand même un peu parlé du mandat, mais je pense que ça va vraiment au-delà parce qu'il faut vraiment savoir comment former des lecteurs critiques du passé. Donc, pas juste de passer l'information, mais avoir une lecture critique où on est capable d'interroger les sources qu'on utilise, les perspectives qui sont mises à nos dispositions et surtout les silences. Qu'est-ce qui manque? Comment est-ce qu'on peut découvrir qu'est-ce qui manque toujours? La même chose pour les élèves. Parfois, on forme les élèves à être comme juste recevoir l'information sans questionner ce qu'ils apprennent. Et puis, pour moi, un bon élève, c'est vraiment quelqu'un qui va poser des questions, qui va demander pourquoi, qui va se sentir à l'aise de dire, OK, oui, nous parlons de tel sujet, mais je suis au courant que dans ma famille ou dans ma communauté, il y a eu X, Y, Z contributions. Pourquoi est-ce qu'on n'en discute pas? Juste pour ouvrir. Donc, c'est là où vient la force. Souvent, oui, c'est ça, on va réduire les personnes qu'on a souvent assez d'effacer de l'histoire comme étant des personnages secondaires, quand vraiment ils ont été fondamentaux dans la construction du pays qu'on appelle le Canada aujourd'hui. Surtout en ce qui concerne aux voix autochtones. Puis, premièrement, on veut défaire un des mythes. Il n'y a pas juste un peuple autochtone, il y en a des centaines. Des nations qui ont des différentes croyances, des différentes visions du monde, mais souvent pour sauver du temps ou parce que les gens ne comprennent pas ces visions du monde-là ou ils ne veulent pas les raconter, on a mis toutes les Premières Nations sous un parapluie, puis qu'on a attribué certains mythes qu'on appelle la pan-autochtonisation. On fait plusieurs amalgames par rapport aux Premières Nations, puis on enseigne une version. Tandis qu'il y a une pluralité de voix autochtones sur le territoire qu'on appelle le Canada. Mais souvent, dans le passé, je le sais, je l'ai vécu moi-même, c'est quand on faisait de l'histoire du point de vue des Autochtones seulement si on avait le temps. Mais ça prend, oui, une formation continue.
Ça prend d'être, prêt à se remettre en question. C'est pas toujours facile. Puis oui, les programmes, des fois, ils nous aident pas. Il y a une autre recherche, je pense que c'est ma collègue Sabrina Moisan qui disait qu'elle avait rencontré des enseignants, des enseignantes, d'histoire de 4e secondaire, puis qui disaient: moi, j'aimerais ça dire, par exemple, que c'est pas toutes les femmes qui ont obtenu le droit de vote en 1940. Mais si je le dis, est-ce que je suis en train de nuire à mes élèves pour l'examen du ministère? Parce qu'à l'examen du ministère, on va pas leur demander ça, on va leur demander quand est-ce que les femmes ont obtenu le droit de vote. Et donc, si je viens ajouter une couche de complexité, est-ce que je suis en train de nuire à mes élèves? Donc oui, il y a des contraintes réelles dont il faut être conscient, mais je pense qu'il y a une ouverture. Il y a une très grande proportion des enseignants et des enseignantes qui sont prêts et qui sont assez passionnés pour vouloir aller voir ce qu'ils peuvent faire dans leur quotidien et avec leurs espaces de liberté qui sont parfois un peu limités, qu'est-ce qu'il y a moyen quand même de faire dans la salle de classe? Raconter autrement, c'est décoloniser l'histoire. Diversifier et inclure toutes les voix, en montrant à la fois les réalités coloniales et les contributions positives. Il s'agit d'expliquer par exemple comment l'esclavage et le vol de ressources ont construit les économies, tout en diversifiant les perspectives et en reconnaissant différentes vérités. Des projets et des ressources pédagogiques destinés aux élèves permettent de valoriser résistance et contribution des populations noires, autochtones et asiatiques, afin d'éviter les représentations qui ne montrent que des aspects de servitude et de conflit. Immédiatement, ce qui vient à ma tête, c'est l'historienne Dorothy Williams. C'est une historienne canadienne et elle travaille, c'est des questions sur les populations noires au Canada depuis des décennies. Donc, elle a tout un répertoire et elle a carrément des ressources tout près. C'est tout fait. C'est très facile à implémenter. Donc, c'est quelque chose que je recommande fortement. Pour moi, dans mes propres travaux, je voulais aussi mentionner que même si on parle d'histoire, j'ai l'impression que parfois on commence le récit de l'histoire et on n'a pas assez reculé dans le passé pour donner un bon aperçu. Donc, je pense qu'il faut vraiment ne pas assumer, on va juste commencer où le manuel nous dit de commencer. Mais pour revenir à mes propres travaux, en ce moment, je suis en train de mener plusieurs études. Une qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est on a fait une recension des expériences des communautés noires à travers le Canada et j'ai constaté que dans cette recherche même, on trouvait pas d'écrit en français. C'était vraiment accentué sur l'anglais et Ontario et Toronto plus spécifiquement. Donc, je mène en ce moment une recension des écrits uniquement francophones et c'est très intéressant parce que on doit quand même contourner parce que la façon dont les Noirs sont abordés, c'est souvent sous l'angle de l'immigration et puis ça occulte beaucoup de choses qui existant sur les communautés noires. Donc, j'essaie quand même de déconstruire ce cadre dominant culturaliste de la race et de la race noire en particulier pour vraiment comme établir un cadre alternatif où on peut parler de façon plus explicite de l'expérience noire au Canada. Donc oui, une activité que je fais particulièrement avec les cours en didactique d'histoire au primaire, c'est de travailler à partir d'une source spécifique qui provient de Jean Talon. Et cette source de l'intendant Jean Talon, vu que la Nouvelle-France est au programme souvent à l'élémentaire ou au primaire, du moins au Québec et en Ontario, où j'ai travaillé. Donc, les filles du roi sont présentées. Et qu'est-ce qu'on a comme source? C'est les sources historiques qu'on voit un peu partout dans les manuels, dans les outils en ligne. On a cette source de Jean Talon. On a des images de ces filles qui arrivent dans leur grande robe, donc des documents iconographiques qui sont des peintures. Et on a aussi des fois des graphiques qui montrent l'évolution démographique, donc avant l'arrivée des filles du roi et après l'arrivée des filles du roi. Chacun de ces documents-là est intéressant en soi pour l'utiliser, mais aussi pour aller voir qu'est-ce que ces documents ne révèlent pas ou qu'est-ce qu'on ne peut pas apprendre à partir de ces documents. Puis faire ce travail-là est pas simple. Donc, par exemple, au niveau démographique, souvent, on va avoir, il y a 10 hommes
pour une femme dans la colonie. Et on ne spécifie pas femme française. On dit juste hommes et femmes. Et donc, en fait, les Autochtones qui étaient sur le territoire, je veux dire, si on prend le territoire de la colonie, ce déséquilibre n'est pas aussi grand que ce qui peut paraître. Mais il y a déjà là, dans la manière dont on le présente, un angle mort. Quand on pense à la population ici, où on a des références démographiques, on ignore les personnes qui étaient là. Pas certainement, on va me répondre, il n'y avait pas de recensement ou etc. Mais au moins, il faudrait que ce soit noté qu'on s'intéresse à une partie de la population. Or, ce n'est pas. Donc, c'est facile après d'ignorer complètement un groupe. Décoloniser l'enseignement, le rendre plus inclusif, c'est reconnaître ses angles morts, mais aussi questionner les sources. Marie-Hélène Brunet fait analyser aux étudiants des sources sur les filles du roi pour voir ce qu'elles révèlent et ce qu'elles cachent. Finalement, le texte de Jean Talon, il est intéressant parce que très souvent, quand je demande à mes étudiants ou mes étudiantes, ben là, est-ce qu'on fait de l'histoire des femmes? Ils me disent, ben oui, on est en train de parler des femmes. Je dis oui. Qui a écrit Ah, mais c'est Jean Talon. Donc, Jean Talon nous parle de ces femmes. C'est pas la voix de ces femmes-là. Certainement, elle est difficile à aller chercher, cette voix-là, dans les sources historiques. On peut avoir des hypothèses, mais on peut aller chercher au niveau de la fiction historique, surtout au niveau des romans. Il y en a plusieurs qui ont été publiés sur les filles du roi. Et peut-être qu'on n'a pas tendance à aller vers ces options-là parce qu'on les considère moins crédibles, mais il y a un travail à faire en autant qu'on fait un travail d'analyse de ces sources-là, une critique interne, une critique externe, qu'on se pose la question de qui l'a écrit, pourquoi, avec quels objectifs. On peut certainement avoir une vision beaucoup plus large de l'histoire des filles du roi qu'en se concentrant juste sur les éléments qu'on retrouve souvent, oui, dans les manuels scolaires. Mais je pense aussi qu'il faut avoir une intention didactique vraiment claire pour être capable d'aller chercher ça ou de le provoquer d'une certaine manière, de provoquer cette réflexion-là. Dans ma thèse de doctorat, ce que j'ai fait, c'est que j'avais des extraits de différents manuels scolaires qui portaient sur l'histoire du féminisme et j'ai présenté aux élèves des extraits qui avaient des formulations très différentes au niveau de justement qui opère le changement historique. Est-ce que les femmes, finalement, sont actives ou passives dans les changements historiques qui les touchent? Et les élèves étaient dans la majorité, donc il y avait des exceptions évidemment, étaient capables absolument de voir ces différences-là et de le dire dans leurs mots d'élèves, de dire « Eh bien là, ici, ben les femmes, on dit les femmes, c'est alors que toutes les femmes pensent de la même façon, mais dans l'autre texte, on dit des femmes et il y en a d'autres qui n'étaient pas d'accord. » Puis là, les élèves disaient « Ça, je trouve ça intéressant. » Donc, ils étaient capables de percevoir ça. On essaie de produire du matériel didactique qui peut être utilisé en classe, partiellement ou dans sa totalité, pour amener, dans le cas précis, là, c'était l'histoire des femmes sous une perspective intersectionnelle, donc de le rendre et de venir le coller aux réalités de la classe et aux réalités des programmes. Dans ce cas-là, ça a été les réalités du programme ontarien, avec la complexité qu'il y a d'avoir un programme en anglais et en français et d'offrir ces ressources-là dans les deux langues. Framing Our Past est un projet qui met en lumière des voix féminines souvent oubliées dans l'histoire du Canada. Le projet propose des sources et des plans de leçons flexibles pour enrichir l'enseignement et valoriser ces récits en classe. Cette ressource-là, elle a été faite par tout un groupe d'étudiantes, de chercheuses. Ça a été aussi envoyé à des professeurs, expertes pour qu'il y ait un retour, non seulement historique, mais aussi au niveau didactique, donc au niveau des choix qui étaient faits. Et ça fait partie d'un ensemble de ressources qui ont été développées et qui partent d'un ouvrage qui a été publié en 2000 qui s'appelle Framing Our Past, qui était un ouvrage dans lequel il y avait tout plein d'archives et je dirais de voix de femmes diverses dans l'histoire du Canada et de petits articles écrits par des historiennes pour parler de sujets. Et donc, à partir de ces sources primaires et sources secondaires, on a développé des plans de leçons auxquels il y a eu une mise à jour parce que depuis 2000, il y a eu des évolutions, notamment au niveau terminologique, qui ne sont pas les mêmes termes qui étaient utilisés. Donc, il y a eu une mise à jour de ce qui était là, mais il y avait dans ce gros livre, qui est vraiment très, très épais, une richesse de ressources qui permettait vraiment d'aller mettre en valeur des voix qu'on entend souvent beaucoup moins. Et c'était un peu l'objectif là, du projet. Même si les contenus changent lentement, on observe une conscientisation croissante et une volonté d'inclure davantage de perspectives marginalisées dans l'enseignement de l'histoire.
Si je prends l'enseignement de l'histoire des femmes, mais on voit que depuis les années 1970, on constate à peu près la même chose, le même type de proportion quand on consulte le matériel didactique, les manuels, etc. On a le même type de constatation sur l'absence, la quasi-absence ou la très faible proportion de femmes qu'on va retrouver dans les manuels qui, même historiquement, on n'aura pas une grosse évolution là, à l'époque ou maintenant, selon les périodes historiques étudiées, on va toujours être entre 5 et 12%, peut-être un petit peu plus si on vient ajouter les documents iconographiques qu'on a mis un peu sur le côté, les biographies, etc., qu'on vient ajouter. Si on compare l'enseignement de l'histoire à un roman, il y a plein de personnages dont on n'a pas inclus dans cette histoire-là. Alors, nécessairement, il faut inclure toutes les voix, puis on doit parler de cette intersectionnalité-là, puis comment que certains gens acquis certains privilèges, puis d'autres non. Puis pourquoi, puis sur quoi on s'est basé dans ça. La théorie du détroit de Bering, c'est une théorie qui expliquerait comment que les peuples autochtones ont venu à peupler l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. C'est une théorie qu'on a enseignée pendant plusieurs années. Pourtant, ça fait 25 ans qu'il y a des anthropologues qui disent que c'est pas la seule théorie qui expliquerait le peuplement de l'Amérique du Nord. Il y en a des anthropologues autochtones. Puis quand je parle de faire de la place à la table pour différentes personnes, pour longtemps, l'anthropologie, c'était un domaine surtout des hommes blancs. Et évidemment, eux privilégiaient leur version de l'histoire. La minute que tu commences à faire plus de place autour de la table, il y a plus de voix qui peuvent s'exprimer. Puis on peut voir différentes narratives par rapport à l'anthropologie, qui est vraiment une des sciences qui nous aide à comprendre notre monde d'aujourd'hui, une des plus grandes sciences qui nous aide à comprendre notre monde. Je m'intéresse beaucoup en ce moment des expériences des étudiants noirs en situation de handicap et en contexte linguistique minoritaire. Ce sont des belles découvertes que je fais, mais c'est intéressant d'entendre leur discours. Malheureusement, on n'est pas encore avancé dans les analyses, donc j'ai pas beaucoup de résultats à partager aujourd'hui, mais c'est sûr que comme on en a parlé, il y a cette double ou multi-exclusion parce qu'il y a l'exclusion raciale, l'exclusion linguistique, l'exclusion capacitiste. Donc, on essaie de trouver comment mieux soutenir ces étudiants-là. L'intersectionnalité est un concept introduit par l'avocate africaine-américaine Kimberlé Crenshaw en 1989. Il permet de comprendre comment différentes dimensions de l'identité, comme le genre et l'origine ethnique, s'entrecroisent pour façonner des expériences uniques. C'est un concept que l'on peut utiliser comme grille de lecture pour percevoir l'intersection des différentes oppressions et analyser comment elles se combinent pour influencer la vie des personnes, en particulier celles issues de groupes marginalisés. Je pense que le mot peut faire peur à certaines personnes ou va être connoté d'une manière parce qu'il n'y a pas une compréhension de ce qu'on veut nécessairement dire par là. Pour moi, le potentiel qu'amène l'intersectionnalité, c'est la possibilité de réfléchir au rapport de pouvoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, même si on a ajouté les concepts de la pensée historique, etc., dans les programmes, c'est vraiment difficile de penser l'histoire à partir des rapports de pouvoir. C'est quelque chose qu'on va trouver très peu, en fait, dans les programmes. D'être capable de nommer le racisme, d'être capable de nommer le colonialisme. Ça, c'est fait en Ontario depuis 2018, d'ajouter le terme colonialisme. Juste de faire ça, bien, c'est important, mais après, est-ce qu'on outille les enseignants ou les enseignantes pour aller approcher ces questions-là en classe? On ne trouve pas vraiment sexisme ou misogynie dans les programmes. On ne va pas réfléchir le genre sous cet angle-là de rapport de pouvoir. Puis je dirais même, si on retrouve peut-être racisme ou colonialisme, il n'y a pas nécessairement une réflexion intersectionnelle qui vient avec. Constamment, quand on fait l'analyse des programmes, c'est pas quelque chose qui est là de manière explicite. Donc, ça demande un travail, mais je pense qu'il y a un potentiel immense parce que c'est ça qui permet de passer d'une approche où on ferait juste ajouter des personnes ou répéter finalement les failles de cette histoire traditionnelle où on va héroïciser. Bien, si on fait juste ajouter des nouveaux personnages de manière héroïque, bien, même si ces personnes-là sont issues de la diversité, bien, on vient ajouter au récit, mais on vient pas nécessairement réfléchir concrètement les rapports de pouvoir. Donc, l'intersectionnalité, en réfléchissant
l'imbrication des oppressions, c'est certainement quelque chose vers lequel on veut aller, mais il faudrait déjà être ouvert à réfléchir tout simplement à la question du fait qu'il y a des dynamiques de pouvoir en place dans l'histoire. Pour décoloniser l'histoire au Canada d'une manière intersectionnelle, je crois aussi que c'est très, très complexe parce que je pense que l'intersectionnalité est souvent mal compris aussi. Donc, on peut penser souvent au fait de juste penser aux différents aspects qui jouent, que ce soit le genre, l'orientation sexuelle ou la race, et de tenir en compte les différents marqueurs identitaires, alors que vraiment les aspects systémiques, on les oublie aussi. Donc, je pense qu'il faut quand même revisiter l'intersectionnalité parce que même à l'intérieur des communautés minorisées, je vois une certaine exclusion en lien avec l'intersectionnalité. Donc, je pense qu'il faut juste toujours être dans un esprit de réflexivité où on se questionne sur nos croyances, nos biais, comment est-ce qu'on influence, qu'est-ce qu'on enseigne ou qu'est-ce qu'on choisit d'enseigner ou non. Et dans les pratiques un peu plus concrètes, je dirais que il faut impliquer les élèves. Il faut demander aux élèves qu'est-ce qu'ils veulent apprendre, qu'est-ce qui les intéresse. C'est sûr qu'il y a un curriculum prescrit, mais ça ne veut pas dire qu'on peut pas élargir et aller un peu plus loin. Donc, je pense que c'est important de remplir les vides en allant cherchant des ressources communautaires pour complimenter le curriculum prescrit. Mais je pense que c'est aussi important de parler de l'impact de la population en général, le fait de passer une histoire partielle à tout le monde. C'est pas juste les communautés minorisées qui ne gagnent pas, c'est tout le monde qui n'est pas gagnant parce que on se rend pas service. Puis c'est juste que je pense qu'il faudrait comme travailler ensemble et comme on a parlé d'intersectionnalité, mais aller plus loin et de vraiment travailler pour que on veut tous apprendre comme l'histoire globale et pas juste comme ajouter, OK, les communautés autochtones, on ajoute, les communautés noires, on ajoute. Donc, c'est vraiment pour créer ensemble ou recréer ensemble une nouvelle histoire du Canada qui est représentatif et enrichissante pour tout le monde. Enseigner l'histoire, en somme, ce n'est pas seulement raconter le passé, c'est permettre à chacun et chacune de se retrouver dans les récits, de comprendre la complexité des luttes et de réfléchir à ce que cela signifie aujourd'hui. C'est aussi co-construire le savoir, questionner les sources et les terminologies, reconnaître ses propres biais en tant qu'enseignant et ne pas avoir peur d'aborder les sujets difficiles, pour aller vers un récit plus inclusif et intersectionnel qui reflète réellement la diversité et la richesse de nos sociétés canadiennes pour toutes et tous. Merci à nos invités pour leur voix et leurs réflexions dans cet épisode. Marie-Hélène Brunet, Joël Tétrault et Taya Collins. Les lignes oubliées de l'histoire est une série audio d'Histoire Canada réalisée par La Liberté et financée par Histoire Canada et le gouvernement du Canada par l'entremise du ministère du Patrimoine canadien. Entrevue, recherche et écriture, Anaïs Nzolomona. Enregistrement avec Joël Tétrault, Alicia Régnier. Montage et identité sonore, Mehdi Beredad. Coordination éditoriale, Morgane Lemay. Gestionnaire des opérations, Mélissa Odino. Directrice adjointe de La Liberté, Lisiane Romain. Directrice et rédactrice en chef de La Liberté, Sophie Gaulin. Coordonnateur au développement, diffusion et rayonnement des programmes chez Histoire Canada, Jean-Philippe Proulx. Merci à notre partenaire, Fédération Histoire Québec. Retrouvez tous les épisodes sur histoirecanada.ca et la-liberté.ca.